concocté par Binge Audio. Salut, c'est Thomas Rozek. Bizarrerie parmi tant d'autres, en cette année placée sous le signe de l'étrange, les traditionnelles cérémonies de remise des prix culturels, dont les Emmy Awards viennent de signer l'ouverture de saison, ne ressemblent certainement pas aux éditions précédentes. Pas de public, omniprésence de la question sanitaire, sans compter la situation politique de plus en plus dégradée des États-Unis où se tiennent la majorité de ces événements, bref, c'est un peu le bordel. Mais une constante au moins, la présence en force dans les nommés de quelques figures devenues incontournables dans la fabrication du divertissement sur petit et sur grand écran. Parmi eux, Reese Witherspoon, l'actrice et productrice. Alors certes, elle n'a pas connu cette année avec sa nouvelle série Little Fires Everywhere la même moisson de récompenses qu'avec la précédente, Big Little Lies, qui est désormais diffusée en France, mais tout de même, encore une fois, la comédienne jadis cantonnée au rôle de sympathique jolie fille blonde du Sud confirme année après année son statut et sa puissance au sein d'une industrie dont elle est devenue à force l'une des reines. On a eu envie de savoir comment, et ce sera le sujet de notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. And I love to ask questions, but it's my most hated question, and I dread reading scripts that have no women involved in their creation because inevitably I get to that part where the girl turns to the guy and she goes, "What do we do now?" Now, do you know any woman in any crisis situation? Any woman in any crisis who has absolutely no idea what to do? I mean, don't they tell women, they tell people in crisis, little children, that if you're in trouble, talk to a woman. It's ridiculous that a woman wouldn't know what to do. Notre invité pour en discuter, c'est mon confrère Jackie Goldberg. Il est critique ciné, il signe régulièrement chez Les Inrocks, chez Elle ou chez Vanity Fair. Et on aime ici à la fois sa connaissance et sa perception d'un monde hollywoodien qui reste souvent nébuleux vu de chez nous. Pour ce qui est de Reese Witherspoon, à laquelle il a consacré de longs papiers, l'idée étant de savoir comment elle était devenue une figure incontournable de l'industrie du divertissement américain, il fallait bien reprendre les choses du début et se demander comment elle a démarré et d'où elle vient. Déjà, d'où elle vient géographiquement aux États-Unis, elle vient de la Louisiane. Et ça a son importance parce que, comme tu le sais, les États-Unis sont quand même un pays très régionalisé. On n'a pas du tout le même ethos qu'on vienne de New York, de Los Angeles ou du sud des États-Unis. Et elle, c'est vraiment une femme du sud. Et c'est extrêmement important parce que souvent dans sa filmographie, elle va revenir là-dessus. Je pense à un film comme ça tout de suite qui me vient à l'idée, comme Sweet Home Alabama ne parle que de ça, qui est un assez mauvais film, hein, par ailleurs. Ça fait partie du penchant un peu réactionnaire de sa filmographie, qui a disparu avec le temps, heureusement. Son tout premier film, en fait, s'appelle d'ailleurs Un été en Louisiane. C'est un film de Robert Mulligan. Enfin, son tout premier rôle important, en tout cas, au cinéma, mais je crois aussi que c'est son tout premier film, qui raconte l'itinéraire d'une jeune fille du Sud, donc en Louisiane, qui se retrouve en concurrence avec sa grande sœur pour le cœur d'un garçon. Voilà. C'est un assez bon film, pour le coup. Donc, elle vient du Sud. Je crois que c'est vraiment important dans son identité. Ensuite, on pourrait dire que c'est quelqu'un qui a commencé à jouer assez tôt. Donc, elle vient du Hollywood classique, disons, de toutes ces actrices qui commencent très tôt leur carrière et qui sont des purs produits hollywoodiens. C'est quelqu'un qui s'est retrouvé sur des plateaux relativement jeunes et qui a suivi une éducation sur les plateaux, sans doute à distance. Elle n'a pas commencé aussi jeune que Kirsten Dunst, par exemple, qui a commencé tout bébé, mais je pense que si on voulait la synthétiser, Reese Witherspoon, c'est ce mélange entre une jeune femme du sud des États-Unis, un sud assez rural, assez conservateur dans ses valeurs, et une étoile hollywoodienne qui est imbibée des valeurs progressistes d'Hollywood. Alors on a parlé du film de Robert Mulligan, qui donc est plutôt significatif parce que elle démarre sa carrière avec un grand réalisateur, en tout cas un réalisateur reconnu, puisque Robert Mulligan a fait des films assez prestigieux, Un été 42 notamment, et d'autres. C'est quoi la trajectoire après ? Parce qu'elle va sortir de cette ligne très classique, grand cinéma américain, pour aller vers des choses un peu plus pop. En fait, assez rapidement, elle devient une actrice de comédie romantique, Reese Witherspoon. Donc évidemment, son film emblématique, le film marquant qui va véritablement lancer sa carrière, enfin faire exploser sa carrière, c'est La Revanche d'une blonde. Avant La Revanche d'une blonde, il y a également Cruel Intentions, Sexe et Intentions en français. L'excellent film Sexe et Intentions, parce que souvent on pourrait imaginer qu'avec un tel titre c'est un mauvais film, pas du tout, c'est un très très bon film. Donc elle devient à la fin des années 90, début des années 2000, Sexe et Intentions c'est 99, La Revanche d'une blonde c'est 2001. Elle devient cette jeune femme, cette jeune
Oui, cette jeune femme bien sous tout rapport, un peu sérieuse, très pimpante, un peu superficielle aussi, évidemment, puisque La Revanche d'une blonde ne parle que de ça, mais qui, derrière sa superficialité, en fait, a des ressources insoupçonnées. Et c'est vraiment ça qui caractérise la Reese Witherspoon, la early Reese Witherspoon. Et c'est dit très clairement dans La Revanche d'une blonde. Il y a cette fameuse phrase où elle dit à son copain « I'm never gonna be good enough for you, am I? » Il y a d'emblée chez elle ce sentiment de n'être pas reconnue à sa juste valeur, d'être méprisée parce qu'elle est blonde, alors qu'en fait, je crois qu'elle est même pas blonde en réalité. Je crois qu'elle est teinte en blonde, il me semble, Reese Witherspoon. Sa couleur naturelle n'est pas le blond. Et de devoir se battre à contre-courant pour se faire admettre à sa juste valeur, faire admettre sa vraie intelligence. Voilà. Ça, c'est ses premières années, véritablement, disons, jusqu'au milieu des années 2000, voire la fin des années 2000. Il y a, juste après cette première période, il y a un premier marqueur extrêmement important dans sa carrière. C'est un film de James Mangold qui s'appelle Walk the Line, où elle joue le rôle de June Carter, bientôt June Carter Cash, donc la femme de Johnny Cash. C'est quoi ce film, ce point de bascule dans son histoire ? Walk the Line, c'est un film important évidemment dans sa carrière, puisque c'est son Oscar pour le meilleur second rôle en tant que June Carter, donc la femme de Johnny Cash. A very special thank you to Jim Mangold, who directed the film and also wrote this character, who is a real woman, who has dignity and honor and fear and courage, and she's a real woman. Et on peut dire que c'est sa première apogée. La seconde serait aujourd'hui, je dirais, mais déjà en 2006, elle a cette première apogée, avec une reconnaissance. Enfin, ça y est, elle est reconnue à sa juste valeur, elle gagne un Oscar, pour un rôle secondaire, certes, mais enfin quand même, ce n'est pas rien. Et ces moments où elle est censée accéder, en théorie, à des grands rôles, de devenir vraiment une actrice de classe A, de A-list, et en fait, ça ne se passe pas. Ça ne se passe pas, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que bizarrement, à partir de Walk the Line, sa carrière décline. Alors, elle décline pas tout de suite, elle décline progressivement, mais elle décline, je dirais, surtout commercialement. Et ça se voit surtout avec un film de 2010, qui est à mes yeux son meilleur film, mais qui est un échec et critique et public. Le film aujourd'hui jouit quand même d'un culte grandissant. Ce film, c'est Comment savoir de James L. Brooks. Et c'est un film dans lequel elle touche un cachet assez important. D'ailleurs, tous les acteurs sont très bien payés. C'est un film qui coûte très cher pour une comédie, 60 millions de dollars ou 80 millions de dollars, et qui rapporte pratiquement rien, qui se prend une volée de bois vert par les critiques américains. En France, c'est un peu plus compliqué. Le film est sauvé parce que James L. Brooks a l'image d'un auteur qui est très respecté par une partie de la critique, dont je fais partie. Et dans ce film, du coup, c'est assez dingue comment elle a pu passer en 4 ans du statut de nouvelle A-list actress à une actrice dont on se demande où va sa carrière, dont les films ne rapportent plus un copec, qui sont pourtant pas moins beaux à mon avis. C'est-à-dire qu'il y a un décrochage avec le public, elle perd son public, et alors que les critiques, en tout cas une partie de la critique, continue à la trouver intéressante. Comment s'opère la remontée alors ? Parce que on l'a dit, il y a 2 apogées, tu les as identifiés, donc il y aurait Walk the Line et puis en gros la période actuelle. Entre les deux ce creux, comment est-ce qu'elle remonte ? Comment est-ce qu'elle revient au premier plan ? Ben en fait, elle fait une rencontre avec un agent qu'elle épouse très peu de temps après. Donc dans ces années-là, début des années 2010, son agent et mari lui donne un très très bon conseil pour une actrice de son âge, c'est-à-dire que là, elle a plus de 35 ans, je sais plus quelle année elle est née, mais elle est dans ces eaux-là qui sont des années un peu compliquées pour toutes les actrices à Hollywood. C'est le moment où ça passe ou ça casse. En gros, la plupart des actrices, en fait, voient leur carrière décliner, et quelques-unes arrivent à sortir du lot et à avoir une seconde carrière. Hein. Et son mari agent lui donne un excellent conseil qui est n'attends pas les rôles, va chercher les rôles. En fait, si tu attends de recevoir des rôles intéressantes, après 30 ans, tu risques d'attendre longtemps parce qu'il n'y en a plus beaucoup à Hollywood, et il faut que tu aies la capacité de créer toi-même ces rôles. Donc en fait, elle crée une boîte de production qui va être amenée à devenir Hello Sunshine. Ça s'appelle pas comme ça au début, mais aujourd'hui ça s'appelle Hello Sunshine, et c'est vraiment une boîte de production assez puissante à Hollywood aujourd'hui. Et elle va optionner des livres. Il faut savoir que Reese Witherspoon est une grande lectrice. D'ailleurs, elle a un compte Instagram, un club comme ça de lecture où elle recommande des bouquins. Compte Instagram très très populaire. Et elle va optionner un tas de livres qui l'intéressent. Et là, elle a quand même le nez fin, parce que le premier livre qu'elle optionne, c'est Gone Girl, dont elle ne va pas jouer le rôle parce que je pense qu'elle pressent que c'est pas complètement pour elle.
C'est vrai qu'on l'imagine pas vraiment dans Gone Girl, alors que Rosamund Pike est absolument parfaite. Mais donc, elle optionne le livre, elle choisit de le confier à David Fincher. Le film est un énorme succès. Et dans le même temps, elle optionne Wild. Wild, qui est un roman un roman d'ailleurs autobiographique, sur une jeune femme qui a fait le PCT, le Pacific Crest Trail, qui consiste à marcher à pied le long de la Californie, du sud au nord. Donc c'est une randonnée extrêmement difficile qui prend entre 5 et 6 mois. Et là, par contre, elle se garde le rôle et elle confie la réalisation à Jean-Marc Vallée, qui est un réalisateur québécois à cette époque-là, qui est en train de monter, qui n'est pas encore la star qu'il est aujourd'hui. Elle lui confie la réalisation. Et ça encore, c'est un énorme succès. Et cette fois-ci, elle met en scène elle-même son propre comeback, puisque cette jeune femme fait le Pacific Crest Trail, puisqu'elle a des problèmes de drogue. En gros, elle est tombée très très bas, elle veut remonter la pente. Et elle se met elle-même en scène en train de remonter la pente. Et ça, c'est très malin. Le film est un succès. Elle récolte une 2e nomination aux Oscars. Elle ne le gagne pas, mais elle a une nomination à l'Oscar du meilleur premier rôle cette fois-ci. Et les gens recommencent à s'intéresser à elle, et petit à petit, ensuite, voilà, elle acquiert plus de pouvoir, plus de moyens financiers, elle optionne d'autres livres. Et aujourd'hui, Reese Witherspoon produit pratiquement tous ses films, quoi, ou ses séries. Il y a un autre élément qui est important aussi dans son comeback. Outre les projets qu'elle produit, qui sont des projets plutôt commerciaux, beaucoup pour la télévision d'ailleurs, elle prend des risques et elle va jouer chez des auteurs comme Jeff Nichols par exemple. Elle a un petit rôle dans Mud, mais ça fait toujours bien sur le CV. C'est un beau film et un beau rôle en plus. Elle joue un petit rôle dans le film de Paul Thomas Anderson, Inherent Vice. Donc voilà, c'est pas grâce à ça qu'elle va retrouver sa popularité, mais ça lui permet de retrouver une crédibilité auprès des critiques, auprès des auteurs hollywoodiens, et combinée à sa force de frappe en tant que productrice, elle revient au premier plan ces 2 dernières années, je dirais, 3 dernières années, avec la série Little Big Lies, qui est donc dont la première saison est réalisée par Jean-Marc Vallée, et qui est un énorme succès planétaire et critique, où là vraiment elle revient au premier plan, alors même qu'elle n'a pas forcément le meilleur rôle, elle n'a pas le plus beau rôle dans cette série, c'est pas forcément elle qu'on retient le plus, mais c'est elle qui est derrière, qui tire les ficelles de cette série, et qui fait qu'aujourd'hui, je pense que c'est l'actrice la plus puissante à Hollywood, ou une des 3 actrices les plus puissantes à Hollywood, avec peut-être Charlize Theron et je sais pas qui, et Cate Blanchett. Enfin, voilà, elle fait vraiment partie de cette aristocratie d'actrices qui sont aussi des productrices et qui ont un pouvoir énorme. Aux États-Unis, traditionnellement, à Hollywood, les acteurs sont plus que des acteurs et ont souvent un rôle ou une fonction quasi politique. Reese Witherspoon, elle a cette image tu le disais, la fille sympa du Sud, blonde, ça pourrait être une icône trumpienne, presque, parce que c'est l'Amérique de carte postale. C'est un peu plus compliqué que ça. Elle n'est pas du tout une icône trumpienne, j'ai l'impression. Mais non, parce que justement, elle mélange ces 2 ethos, ce côté sudiste un peu rural, disons, et cet ethos hollywoodien, très progressif. Elle a quand même passé l'essentiel de sa vie en Californie, à partir du moment où elle est devenue actrice. Et donc, elle tend quand même du côté démocrate, évidemment, dans ses valeurs. C'est quelqu'un qui pousse à l'inclusivité, par exemple, qui fait beaucoup pour ce combat-là, très, très actuel aujourd'hui aux États-Unis. On peut pratiquement, d'ailleurs... Elle a été une des personnalités les plus vocales au moment de Time's Up, juste après MeToo. Et c'est assez remarquable qu'elle ait fait ce choix d'engagement, et qu'elle ne soit pas contentée d'un discours un peu facile d'apolitisme pour plaire à tout le monde, au plus petit dénominateur commun. Je trouve assez remarquable qu'elle prenne parti, qu'elle entraîne sans doute derrière elle, je ne sais pas si des gens votent démocrate grâce à Reese Witherspoon, mais qu'elle assume cette position et qu'elle parle à son public, qui n'est pas forcément un public progressiste, et qu'elle les tire vers des valeurs un peu plus progressistes. Je trouve ça assez remarquable, en fait, de sa part. On a mentionné très brièvement tout à l'heure sa présence en ligne, via ce fameux compte Instagram où elle parle pas mal de littérature. Dans quelle mesure, vu que c'est une personnalité de son époque, dans quelle mesure sa vie numérique, son activité numérique lui a aussi permis comme ça de développer son influence, son aura, mais là plutôt du côté du public? Il y a une anecdote qui me revient en tête et qui indique bien quand même son habileté à utiliser les réseaux sociaux. C'était en janvier, un autre monde, pendant les Golden Globes. Il y a un moment où elle s'est levée de sa table parce qu'elle avait plus d'eau, pour demander à
Beyoncé et Jay-Z qui sponsorisaient l'événement avec leur champagne, leur marque de champagne, pour leur demander une bouteille, quoi. Donc, il faut savoir qu'aux États-Unis, Beyoncé, c'est vraiment la reine, mais au sens où même les gens du showbiz, en fait, sont intimidés par Beyoncé. Donc, se lever à la table de Beyoncé pour lui demander du champagne, c'est un big deal. C'est pas un truc qui se fait comme ça. Elle prend son courage. C'est quand même Reese Witherspoon, donc elle peut se permettre, elle y va, elle leur demande du champagne. Évidemment, Beyoncé lui donne une bouteille de champagne. Tout ça est filmé par Jennifer Aniston sur Instagram. Et ensuite, une semaine plus tard, Reese Witherspoon reçoit chez elle carrément une caisse de champagne Beyoncé Jay-Z et fait l'unboxing sur Instagram. Et donc là, vraiment, on voit le côté aristocratie d'Hollywood, mais tout en restant extrêmement sympathique et pas du tout arrogant. Et ça, c'est vraiment sa qualité, c'est que le truc pourrait être hyper énervant. Enfin, c'est quoi ces gens qui s'envoient du champagne et c'est complètement obscène. Mais elle est tellement sympathique, tellement drôle, qu'elle arrive à garder un côté down to earth, vraiment terre à terre, qui plaît beaucoup aux gens. C'est la girl next door, quoi qu'elle fasse, en fait. Ouais. C'est-à-dire que même face à Beyoncé, elle arrive à garder ce côté très simple que Beyoncé n'a pas du tout. Beyoncé n'est pas du tout quelqu'un de simple, en fait. Tu vois, tu verras jamais Beyoncé faire un truc normal, alors que Reese Witherspoon a cette capacité. Et malheureusement, à la question que tous les fans se posent, à savoir y aura-t-il un 3e volet, comme il en était question de La Revanche d'une blonde, je n'ai pas pour l'instant de réponse, mais promis, on suit ça de près. Merci à Jackie Goldberg pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram si vous voulez nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.